puisque c'est au terme d'une longue gestation, on peut dire, puisque l'affaire avait commencé à peu près au moment des ordonnances travail, et donc l'idée d'avoir un diplôme universitaire sur le dialogue social. Alors, peut-être vous présenter d'abord les participants à ce temps de lancement, parce que ça va pas être la matinée, ça va être juste 1 heure, parce que nous avons tous évidemment beaucoup de choses à faire. Et donc présenter évidemment Pierre Garcia, le directeur du travail. Alors la DRETS, mais il y a l'emploi dedans aussi, je crois. Il doit y avoir aussi le travail, la solidarité peut-être aussi. Non, c'est ça. Et donc faut qu'on s'habitue aussi. Là, ça change aussi beaucoup et souvent. Merci Pierre pour avoir relancé en fait, puisque en fait c'est grâce à Pierre que cette affaire a été relancée il y a quelques semaines quand on s'est rencontrés. Merci aussi à Éric Blond d'être présent, le président de l'Université d'Orléans, parce qu'évidemment c'est là que tout va se jouer à l'Université d'Orléans. Et Éric pourra nous expliquer l'engagement de l'université. Et je salue en même temps Pierre Allaurent, qui a été une facilitateur évidemment dans l'organisation de cette journée ou même de ce concept qui on l'espère va aboutir. Et puis merci à Anne Beignet, la vice-présidente du conseil régional, d'avoir pris sur son temps de commission permanente pour participer au lancement de ce diplôme universitaire sur le dialogue social. Alors je voudrais saluer la professeure Odile Gouel d'être avec nous aujourd'hui, qui sera la cheville ouvrière du dialogue du diplôme universitaire demain quand il sera opérationnel. Et puis nous avons aussi Sylvie Tournois, me semble-t-il, Tournois et Frédéric de Coninck, le directeur du Césaire, alors de la chargée de cabinet à la chef de cabinet auprès de la DRETS, et puis le directeur du Césaire, Frédéric de Coninck, qui eux se sont chargés de nous accueillir aujourd'hui, de faire que tout fonctionne bien. Voilà, les présentations étant faites, quelques mots pour annoncer ce diplôme universitaire. Alors on le disait, en fait c'est en 2017, au moment des ordonnances travail, qu'est née l'idée de faire un diplôme universitaire consacré au dialogue social. Et le dialogue social, quoi de mieux que le Césaire d'ailleurs pour parler de dialogue, puisque évidemment ici, quand nous réussissons, alors quand c'est l'Assemblée politique aussi, il y a du dialogue, mais c'est pas tout à fait le même dialogue. Quand nous réunissons, nous conseillers Césaire, évidemment premier collège, le collège des employeurs, deuxième collège, le collège des organisations syndicales, mais aussi troisième collège, le collège des associations, des institutions, dont les universités. Eh bien, nous avons l'habitude du dialogue, nous savons ce que c'est le dialogue, nous construisons à partir du dialogue des recommandations pour les politiques publiques. Et évidemment, c'est un lieu idéal. Merci d'avoir pensé à nous pour le relancer, Pierre. C'est un lieu idéal pour lancer ce diplôme universitaire sur le dialogue social. Deuxième chose aussi que je voulais vous dire en introduction, c'est que le paritarisme en France, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Alors, je suis très impliqué dans le paritarisme en France, pour tout vous dire. On a même une négociation nationale interprofessionnelle sur le paritarisme. C'est une forme de dialogue social, alors externalisé, on va dire, au niveau national. Et bien souvent, en fait, quand nous discutons au niveau national sur ces questions-là, eh bien, parfois, on pourrait être tenté de perdre un peu la réalité de l'entreprise. Donc, on a besoin. La réalité du dialogue social, c'est dans l'entreprise qu'il doit s'exprimer. Et donc, on a besoin de redescendre et de faire en sorte que nous soyons, nous aussi, bien informés sur l'évolution des textes. Mais ça, on a ce qu'il faut, évidemment, pour le suivre à Paris. Mais surtout qu'on soit en ligne directe avec les acteurs dans l'entreprise du dialogue social. Et c'est bien dans cet esprit-là, aller vers les acteurs du dialogue social dans l'entreprise. Depuis les ordonnances de 2017, je le disais, évidemment, le paysage a été largement modifié, largement bousculé. Le code du travail est toujours là. J'ai l'habitude de dire du code du travail, en fait, c'est une mine d'or, en fait. C'est-à-dire qu'il faut creuser beaucoup pour peu de pépites. Mais c'est pas grave. C'est un instrument fantastique. Il est là. Il faut le démythifier un petit peu, certainement, et faire en sorte d'avoir des propositions, des approches extrêmement pragmatiques, à la fois
côté organisation syndicale, évidemment côté représentant du personnel dans l'entreprise, mais aussi côté patronal. Tout ça pour faire en sorte de concilier une vie professionnelle et une vie en dehors de l'entreprise qui soit le mieux possible, parce que on sait très bien que lorsque les salariés sont bien dans leur vie, ils sont bien meilleurs au travail. Ça, c'est une constante. Et le dialogue social est fait aussi pour permettre cela. Je vais céder la parole à c'est Eric peut-être qui prend la parole en seconde. Je vérifie mes notes, mais il me semble, oui, c'est Eric qui nous dit quelques mots pour l'université d'Orléans. Monsieur le Président. Merci pour cette introduction. Oui, le dialogue social, alors c'est quelque chose qui est plus que nécessaire avec les réformes qui arrivent, avec le Covid. Ça existait déjà avant le dialogue social, mais je pense qu'on va avoir un besoin encore plus important dans les mois à venir. Alors, ce DU dialogue social, c'est vraiment dans l'objectif de répondre à un besoin exprimé localement, avec un partenariat très très fort avec la DREETS, que je remercie, puisque c'est la DREETS qui nous accompagne pour démarrer ce DU avec une aide financière, il faut le dire, ce qui est quand même acceptable et nécessaire pour démarrer une nouvelle formation. Mais on ne démarre pas de rien, bien évidemment, puisque notamment Odile Gouel, que je félicite au passage, travaille sur ces sujets depuis déjà, alors si mes informations sont bonnes, 17 ans, avec le master droit social et gestion de ressources humaines, qui existe, qui fonctionne. On en discutait tout à l'heure, qui peut se faire par apprentissage et avec j'en discutais, 8 apprentis dans la même entreprise, donc 5 embauchés à l'issue de l'apprentissage, c'est déjà quelque chose qui fonctionne, et donc ce DU va bénéficier de cette expérience. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Alors il n'y a pas que la DREETS comme partenaire, je tiens à le souligner, il y a l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, il y a le GARF, il y a l'ARACT, et au-delà de ce DU, au-delà du master déjà existant, il y a aussi la problématique, ou plus que la problématique, l'activité de recherche, puisqu'il y a des activités de recherche sur le dialogue social, avec plusieurs projets, des conventions, encore avec l'ANRETS d'ailleurs, je crois depuis 2018, avec trois conventions de recherche déjà en cours avec l'ANRETS, et peut-être, pourquoi pas, un jour, aller jusqu'à un laboratoire qui travaillerait sur ces problématiques d'innovation en santé au travail. Donc là, c'est le futur, puisqu'aujourd'hui, ces travaux se déroulent au sein du CRJ Poitiers, donc le centre de recherche juridique Poitiers, mais on pourrait aller plus loin, pourquoi pas, ça fait partie des réflexions qui sont en cours. Donc, je vais pas être très long, je tenais vraiment à souligner que c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas un nouveau sujet pour l'Université d'Orléans. Pourquoi un DU? Si le master existe déjà, on peut se poser la question, parce que le DU, c'est sur 80 heures, il me semble, je vérifie le regard d'Odile, mais il me semble que c'est bien 80 heures, et donc ça permet à quelqu'un qui est employé de pouvoir le suivre pour se former en l'espace de finalement moins de 6 mois sur une journée ou deux au long des semaines. Ce qui était pas envisageable dans le cadre du master, puisque le master c'est 2 ans, on sait tous que ça demande beaucoup plus de présence sur les bancs de l'école, et donc c'était pas adapté au format particulier pour répondre à un besoin des gens déjà dans la vie professionnelle. Donc là on est vraiment sur une formation relativement courte, avec un objectif, j'ai envie de dire, de professionnel immédiat. Donc voilà la raison de ce DU. Et puis une première promotion, on l'espère. Alors, vous allez vous dire, l'université, ils veulent toujours beaucoup d'étudiants. Eh ben, pas forcément. Sur un DU comme ça, on en discutait encore récemment, 10, 12 étudiants, étudiants, on l'a bien compris, professionnels, ce serait la bonne taille pour un démarrage dans de bonnes conditions, pour que vraiment ce DU fasse du dialogue, justement, et vous êtes tous plus que conscients qu'un dialogue, quand on est finalement beaucoup, c'est difficile pour apprendre et pour démarrer. Donc voilà, l'objectif de la première rentrée, ce serait 10-12 étudiants ou salariés plutôt, excusez-moi, et puis un démarrage, on l'espère, en janvier. Je pense que c'est possible. On doit être capable de faire le démarrage en janvier. Après, on se posait la question, 1 session, 2 sessions. Bon, ça dépendra vraiment du besoin en région. Si on voit que le besoin nécessite de faire 2 sessions dans l'année, nous le ferons.
Si le besoin est satisfait avec une seule session, nous le ferons également. Voilà. Donc je voudrais finir par remercier une nouvelle fois Odile Gouel pour tout le travail réalisé pour le montage de ce DU et les partenariats et aussi la partie recherche, puisque c'est la même personne qui porte tout cela. Merci Odile. Bien. Bien, merci à tous. Merci Eric pour son engagement fort dans ce projet. Merci au Conseil régional aussi de participer aussi, d'être présent parmi nous. Et puis alors là, c'est pas un merci, c'est beaucoup plus que ça hein, avec l'université. Je pense que moi j'ai un rêve depuis longtemps. Hein, j'en ai plusieurs d'ailleurs. C'est renforcer très très fortement le partenariat entre les services de l'État, les administrations et l'université. Je pense qu'on a besoin d'un partenariat fort. En tout cas, nous, on le vit au quotidien dans nos services, hein, sur le DU, mais aussi sur bien d'autres sujets. Et merci à l'université vraiment d'Orléans d'être vraiment depuis longtemps. Hein, c'est pas lié simplement à mon arrivée à la direction régionale, mais depuis longtemps dans cette coopération, ce travail permanent qui est entre nous sur plein de sujets. Et sur celui-là, deuxième rêve, c'est la question de la formation sur le dialogue social. L'occasion de plusieurs déplacements, notamment au Québec, ce que j'ai pu observer, c'est que dans les pays où le dialogue social était parfois vigoureux, mais ça, en tout cas, il conduisait à chaque fois à bien identifier les problèmes, à bien les poser sur la table, et puis à rentrer dans des démarches de résolution de problèmes constructifs. Ça se faisait pas comme ça. C'était pas naturellement que les partenaires construisaient ce type de système de relations de travail. C'était le plus souvent associé à un travail permanent de formation des acteurs. Bon, pour le Québec, on le sait, hein, il y a dans les grandes villes des instituts de relations du travail. Hein, il y a des écoles de relations industrielles, on appelle ça comme ça. Et quand on discute avec les partenaires, que ce soit les chefs d'entreprise, les RH, les représentants syndicaux, les représentants de l'État aussi, de l'administration, ils sont tous passés, c'est fascinant, ils sont tous passés par la même école. Et ils continuent d'ailleurs de suivre des actions de formation avec ces instituts. Il y a vraiment un espace permanent de formation professionnelle, on va dire, hein, de formation aux relations de travail. Et ce qu'on observe, c'est que du coup, il y a une culture commune on dira du dialogue social. Moi, j'ai l'habitude de dire aussi des relations collectives de travail. Que ce soit la négociation collective ou le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, paritarisme, au fil des années, au fil des décennies, des repères communs se sont construits. Ces repères sont bien partagés et lorsqu'on a à gérer un conflit d'intérêts, on a une méthode, on a des repères et c'est quand même plus facile. Ça n'empêche pas des gravures, hein, parfois, mais elles sont plutôt rares. Et quand on rentre dans ces périodes de conflit, on sait par quel chemin on va devoir progresser, on va pouvoir s'engager pour trouver des solutions. Voilà. Et moi, ce qui m'a un peu fasciné, c'est ça, c'est le fait que finalement cette culture, elle pouvait être diffusée, elle pouvait être complètement partagée, et quand même, là aussi il faut le souligner, ceux qui sont au cœur de cette opération, c'est l'université. Voilà. C'est pour que ces formations soient de bon niveau, pour qu'il y ait vraiment une construction pédagogique qui soit forte, qui soit bonne. On va chercher l'excellence, et l'excellence, pour moi, elle est à l'université. Voilà. Et donc, quand j'ai pris mes fonctions et que j'ai constaté comment à Orléans les relations se construisaient avec l'université, je pouvais être que heureux, bien sûr. Hein, et ce que j'ai souhaité, c'est qu'on puisse continuer à prospérer sur
ce projet de DU qui avait été engagé il y a quelques années et qui n'arrivait pas à démarrer. Merci Odile, merci à toutes les personnes qui contribuent au montage de ce dossier, enfin de ces formations pour ce démarrage maintenant rapide. Alors, j'ai mené la même opération à Rouen lorsque j'étais en Seine-Maritime avec l'université de Normandie. Je sais plus comment on dit, de Normandie. Ouais. Rouen-Normandie, je crois que c'est. Ouais. Et ce que j'ai pu observer, en tout cas pour le démarrage du DU, c'est que ce qui manquait, c'était la relation en amont avec les entreprises. Hein, c'est si on n'a pas un partenariat fort avec un certain nombre d'entreprises pour assurer la constitution des différentes sessions, parfois c'était un peu galère. Alors, et il me semble aussi, deuxième point, c'est que pour que ces formations soient réussies, il ne faut pas qu'elles soient faut pas seulement qu'on ait des stagiaires et puis qu'on ait de bons universitaires, mais pour éviter que la formation porte uniquement sur le droit, il faut aussi des partenaires dans l'entreprise qui viennent expliquer comment, sur telle ou telle négociation, ils ont pu mener leur action. On sait qu'il y a des négociations qui sont difficiles, hein, je pense. Négocier un accord d'intéressement, c'est pas simple. Hein. On peut prendre les modèles qui se trouvent sur le net, hein, ou qui nous sont transmis par tel ou tel organisme, mais quand même, si on veut véritablement viser la performance et faire en sorte que l'accord produise pleinement ses effets, on sait que il peut y avoir des choses très 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 subtiles. Bon, aujourd'hui, ce qu'on constate, je le dis sous le contrôle du pôle T de la DRED, c'est Fabienne qui est là. Hein. On sait que quand même, globalement, les entreprises qui sont assujetties à des obligations de négociation rencontrent des difficultés, et pas seulement sur l'index, hein, l'égalité professionnelle, mais sur plein de sujets. On voit qu'on n'est pas au rendez-vous sur la participation, on n'est pas au rendez-vous sur la négociation concernant la rémunération, on va dire le partage de la valeur d'une manière générale, en termes de respect des obligations. Hein, on est aujourd'hui là-dessus. Donc, ce qu'on souhaite, c'est pas seulement rappeler aux entreprises leurs obligations, mais c'est aussi apporter de la ressource, de l'aide, hein, pour mieux concevoir la mise en œuvre de ces dispositions et faire en sorte que les acteurs soient plus à l'aise pour faire mener le dialogue social dans l'entreprise. Donc voilà, mon rêve, c'est de trouver aussi des partenariats avec les entreprises. Et je remercie ceux qui sont venus aujourd'hui. Je sais que certains sont déjà la plupart sont déjà bien engagés dans des processus internes, mais merci à vous et d'accepter aussi d'être partenaire dans cette opération. Et puis je finirai sur un point, l'argent. Hein, c'est effectivement pour arriver à mettre en œuvre tout ça, il faut des crédits. On s'est battu pour obtenir les crédits qu'on n'avait pas. Voilà, on s'est battu. Hein. Je peux vous assurer que il a fallu monter au créneau à plusieurs reprises pour obtenir des crédits. Puis là, bon, je sais qu'il y a eu un quiproquo dernièrement sur d'autres crédits qu'on est en train de chercher. Je pense que la bonne nouvelle, hein, qu'on va vous annoncer, c'est que on pourra, si vous le souhaitez, mobiliser une ligne du FSE pour aller bien au-delà des crédits qu'on vous a réservés. Bien au-delà. Et bien au-delà, pourquoi? Pas seulement pour pérenniser l'action que vous êtes en train de démarrer, mais aussi peut-être pour élargir et voir comment, un peu à l'exemple de ce que j'évoquais au Québec, à l'exemple des écoles de relations industrielles, on peut, si vous le souhaitez, vous aider à constituer un espace de formation permanente. Alors, du coup, avec des actions de courte durée, hein, ça peut être un séminaire d'une demi-journée, ça peut être une formation d'un jour, de 2 jours, sur tous les sujets qui peuvent intéresser les acteurs du territoire. Donc voilà, je pense qu'on va revenir vers vous pour vous dire quel est le montant de la réserve disponible
et puis comment sur la durée, on pérennise tout ça. Donc, pardon d'avoir été un peu long. Je pense que le rêve est en train de se réaliser. J'ai bien conscience que aujourd'hui on accouche d'un beau projet, et je remercie tous ceux qui ont participé à sa préparation, puis vous tous d'être là pour nous aider à réussir. Merci. Merci beaucoup. Alors moi, d'abord, je vous salue toutes et tous. Bienvenue à la région dans cet hémicycle. On entend beaucoup le monde du travail change. C'est pas un scoop. C'est pas un scoop parce que le monde du travail, il a jamais été immobile. Il a toujours changé. Alors peut-être qu'en ce moment, il y a une accélération et c'est important. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que toutes les entreprises nous le disent. Il y a un fort besoin en formation et un fort besoin de compétences. Et ils n'arrivent pas à trouver. Alors certaines entreprises deviennent finalement formateurs. Je suis pas sûre que ce soit le but d'une entreprise d'être de former, même si elle peut former ses salariés à quelque chose de très spécifique pour elle. Et donc la formation, c'est un besoin qui va aller en s'accélérant. Il faut absolument former. Alors je vais pas apprendre à l'université ce que c'est que la formation initiale. Je pense que ça, ils sont beaucoup mieux placés. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas que la formation initiale. Il y a la formation tout au long de la vie. C'est un terme qu'on préfère, nous, ici en région, à formation continue. Formation tout au long de la vie. Et là, les universités ont un rôle important à jouer. Je le dis souvent à Eric, tout comme au président de l'université de Tours, les universités ne sont pas assez présents dans cette partie formation tout au long de la vie, même si elles y sont, mais elle doit le pousser. Et la création d'un DU supplémentaire, ça va dans le bon sens, Alors bien sûr, pour les entreprises et ses salariés dans ce sujet-là. Et donc les universités, elles ont toutes les formations et elles ont des pépites. Un peu plus ces formations. À Orléans, le droit économie-gestion est une pépite et c'est très important justement que ce DU puisse se monter dans une. Alors maintenant, ça s'appelle des UFR, on va dire une faculté. T'adores ce terme et qui est reconnu nationalement parlant. Et donc, je crois qu'il est important de faire comprendre aux personnes que c'est pas parce qu'on a fini nos formations initiales qu'on n'a plus besoin de retourner sur les bancs de l'éducation. Toute sa vie, on apprend. Et aux formateurs que il n'y a pas que les étudiants de moins de 25 ans, mais il y a aussi tous les autres. Et donc, les DU, c'est compliqué. C'est compliqué à monter, ça, j'en conviens. On voit bien les projets de DU qui démarrent, qui n'aboutissent pas forcément. Mais moi, je me réjouis aussi parce qu'on voit dans les universités, je le vois à Orléans, je le vois à Tours, de plus en plus de projets de DU qui se montent et qui aboutissent. Et ça, c'est important. Donc, n'oublions pas ça. Une formation tout au long de la vie et le rôle des universités dans cette formation qui doit s'accélérer. Et j'en parlais encore hier avec le président François Bonneau. On va s'arranger pour que vous, universitaires, vous arriviez à rentrer dans ce monde de la formation continue qui n'est pas réservé qu'à quelques organismes de formation. Vous en faites partie et parmi les meilleurs. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous prie de m'excuser parce que je ne vais pas pouvoir rester parce qu'en effet, nous sommes en commission permanente et nous avons quelques subventions à voter. Certaines concernent l'université d'Orléans, donc Eric va être tout à fait d'accord si je vous quitte. et je vous souhaite une bonne matinée. Bien. Merci Anne d'être venue passer quelques minutes avec nous. Je vais demander aussi avant de passer la parole à Odile Gouel, à notre grand témoin du jour, Ludovic Provost de La Poste, qui fait les grands titres aujourd'hui, j'ai l'impression, La Poste. Je ne sais pas si vous avez vu, mais enfin bon, dans d'autres sujets, et donc de nous rejoindre, et qui, après la présentation par Odile Gouel, nous parlera du témoignage d'une entreprise qui, évidemment, 211 000 salariés, je crois, à peu près, est concernée par le dialogue social. C'est à vous, Odile. Ah ben,
Merci. Alors, bon, pour ma part, je vais vous présenter. D'abord, je vous remercie tous. Bon, c'est bon là? Ok, d'accord. Donc, beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce DU, des choses que j'avais l'intention d'ailleurs de vous présenter. Donc, je vais aller un petit peu plus rapidement sur la présentation du DU. Alors, l'objectif donc de ce DU, c'est évidemment de former les acteurs du dialogue social. Alors, l'origine de ce diplôme, elle est même avant les ordonnances Macron, puisque dès 2016, la loi dite El Khomri envisageait, incitait les salariés et les employeurs à se former dans le cadre de formations communes au dialogue social. Et c'est donc pour répondre à l'incitation du législateur en 2016 qu'on avait proposé la création du DU dialogue social, qui était prêt en septembre 2017, mais effectivement c'était certainement beaucoup trop tôt, et puis nous n'avions pas le soutien que nous avons cette année pour lancer ce DU. Alors je vais vous présenter d'abord les objectifs de ce DU, les objectifs qu'on se donne. Il y a un triple objectif. Le premier, c'est d'abord d'accompagner les acteurs dans le cadre de la négociation collective, puisque avec donc la loi El Khomri, avec les ordonnances Macron, une place importante est désormais accordée à l'accord collectif, et en particulier à l'accord collectif d'entreprise, pour régir les relations de travail. Donc, demain, le droit du travail, enfin, c'est ça comme c'est déjà le cas, mais il sera très largement écrit par les entreprises dans le cadre des accords collectifs. Donc, il y a des questions extrêmement complexes qui peuvent être très techniques à aborder. Quand on parle d'accords dérogatoires, d'accords de méthode, il faut se retrouver aujourd'hui dans la hiérarchie, la nouvelle hiérarchie des sources en droit du travail. Donc, il s'agit d'abord donc d'accompagner les acteurs dans le cadre de cette négociation collective. Le deuxième objectif de ce DU, c'est également d'accompagner le renouveau du dialogue social avec le CSE, puisque les ordonnances Macron ont mis en place donc le comité social et économique qui vient remplacer les anciennes instances représentatives délégués du personnel CHSCT et CE. Et il y a là aussi un dialogue régulier, différent de celui de la négociation collective. Et donc notre objectif dans le cadre du DU, c'est aussi de former à l'information, consultation du CSE. Et enfin, c'est comme l'a rappelé Éric Blond, il s'agit de répondre à un besoin régional. Un besoin régional puisque la négociation collective a besoin de démarrer en région centre. Et pour illustrer ce besoin, il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, mais c'était en 2019, la Confédération autonome du travail nous a sollicité pour former les représentants syndicaux, ces syndiqués, dans une présentation en fait de leur rôle de représentants du personnel. Donc on sent qu'il y a quand même un besoin, et c'était des salariés, des syndiqués du CAT de l'entreprise Amazon. Donc on a eu une formation courte d'une journée sur cette thématique. Alors partant de ces objectifs, la réponse effectivement que nous avons retenue, c'est celle du DU. Donc là, plein de choses ont déjà été dites, donc je vais être rapide. Nous avons choisi le diplôme universitaire parce que c'est une formation qui est courte, c'est une formation qui est diplômante
et qui donc, par ces deux aspects, nous paraît tout à fait adapté aux contraintes des acteurs du dialogue social, des professionnels, puisque la formation est courte, mais elle est néanmoins diplômante, ce qui permet ensuite de valoriser en entreprise pour le parcours professionnel, pour l'évolution de carrière. Alors, ce diplôme, donc, c'est un diplôme de l'Université d'Orléans. Alors, j'insiste sur cet aspect puisque, en fait, chaque université peut créer son propre diplôme. Et donc là, c'est un DU. Le contenu de ce DU, il sera propre à l'Université d'Orléans. Il existe, je vais en parler tout de suite. Il existe d'autres DU en France, mais nous n'avons pas forcément exactement la même approche. Alors, à qui s'adresse ce diplôme universitaire? Eh bien, il s'adresse à tous les acteurs du monde du travail qui sont en lien avec le dialogue social. Donc, les représentants du personnel, les représentants syndicaux, mais aussi des salariés qui souhaiteraient se former au dialogue social, les chefs d'entreprise, les RH, les juristes, etc. Donc, toutes les personnes qui ont un lien avec le dialogue social. Il est accessible à tous, puisque, je le préciserai tout à l'heure, mais il n'y a pas de condition de diplôme pour entrer dans un diplôme universitaire, à la différence d'un master où vous devez normalement avoir une licence. Et tous les secteurs professionnels sont concernés. Donc ce DU va permettre, par ces 80 heures de dialogue social, de donner aux professionnels, aux stagiaires de la formation continue, une spécialisation et une reconnaissance professionnelle. Alors ce diplôme, c'est un des premiers diplômes, le DU dialogue social, puisqu'il y en a très peu en France. Il y en a 4 selon moi, selon mes recherches. Donc il y a pour l'instant très peu de DU dialogue social. Il y en a un à Clermont, donc il y en a un à Rouen, il y en a un à Paris 2, et il y en a un qui est proposé aussi à distance, alors ce qui me paraît pas très adapté pour le dialogue social, dans le cadre des instituts régionaux du travail. Et on a un master aussi qui est proposé par l'Université de Lorraine, mais donc ça suppose évidemment une formation beaucoup plus longue et qui est, à mon avis, plus adaptée à la formation initiale. Et donc évidemment, on est le premier en région Centre Val-de-Loire. Donc ça, sur le soutien régional, je pense que vous l'avez compris, donc je ne vais pas revenir sur ce soutien. Je vais plutôt m'attarder sur le contenu du diplôme et sur la manière dont nous avons créé et réfléchi ce diplôme. L'objectif, c'est d'apporter donc un certain nombre de savoir-faire techniques et relationnels, nécessaires à toute négociation et à toute information consultation dans l'entreprise. Pour cela, on mise d'abord sur des innovations, ce qu'on peut appeler une innovation pédagogique, puisque l'objectif, c'est que nous ayons des petites promotions et qu'on apprenne par l'échange entre stagiaires. Donc des petites promotions, alors qu'on appelle paritaires, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que dans chaque promotion, on ait à la fois des représentants des employeurs et des représentants des salariés. Donc, c'est l'objectif, que déjà le dialogue social commence dans le cadre de la formation. Donc une promotion donc paritaire, une petite promotion comme on l'a dit pour faciliter déjà les échanges, des travaux de groupe, ça c'est un point important, et puis aussi des retours d'expérience, des retours d'expérience à la fois qui viendront des stagiaires et qui viendront aussi des intervenants, puisque nos intervenants ne seront pas que des universitaires, nous aurons des intervenants professionnels aguerris à la négociation collective et à l'information consultation, à la fois représentants d'employeurs ou représentants de salariés et de syndicats, qui pourront donc venir partager leur expérience avec les stagiaires. La dernière innovation, c'est les séminaires pratiques et de mise en situation. C'est-à-dire que, bien entendu, il y aura dans le cadre de ce DU, comme dans
toute formation universitaire des apports théoriques, et en particulier des apports d'ordre juridique, mais c'est pas la seule approche que nous aurons. Vous allez le voir juste après. Il y a aussi une part importante qui est accordée aux séminaires dits pratiques et de mise en situation pour préparer donc à la négociation et à l'information consultation du CSE. Alors sur le contenu de la formation, donc là je vous présente dans les grandes lignes les unités d'enseignement, ce qu'on appelle les unités d'enseignement du DU. Donc nous avons 4 unités d'enseignement qui ont été conçues pour progressivement donner aux acteurs les clés du dialogue social. D'abord une première unité d'enseignement qui a pour objectif de construire un environnement favorable au dialogue. L'objectif ici, c'est que les acteurs se connaissent, qu'ils connaissent l'environnement de la négociation, les enjeux, donc on connaît l'entreprise, son organisation, la gestion, la stratégie. Donc il y a une approche à la fois économique, gestionnaire, juridique aussi, mais beaucoup moins sur cette première partie. Donc une présentation des différents acteurs, un petit peu d'histoire aussi du dialogue social. Une fois cet environnement présenté, il y aura un séminaire, alors c'est pas exactement un séminaire, c'est une unité d'enseignement, donc qui est plutôt juridique, où là, il s'agit, pour un volume de 35 heures, de présenter les règles qui vont permettre de sécuriser juridiquement la négociation collective. Et également de mettre en place et de sécuriser le dialogue avec le CSE. Donc 35 heures, ça va. C'est du droit, mais ça va, c'est pas non plus... on fait presque ça en 60 ou 90 heures pour les formations initiales, donc c'est un condensé. Ensuite, une troisième unité d'enseignement que nous avons intitulée approche relationnelle. Là, l'objectif, c'est véritablement de donner les clés de la réussite d'une négociation et d'une information-consultation, mais on s'intéressera plus à la négociation dans cette UE, avec tout ce qui est préparer une négociation, comment négocier, comment conclure ou ne pas conclure, malheureusement, mais ensuite mettre en œuvre un accord collectif, faire le suivi de cet accord collectif, parce que malheureusement, parfois dans les entreprises, on signe des accords collectifs parce qu'il faut signer des accords collectifs, parce que c'est une obligation, et c'est ça qu'il faut essayer de changer pour que les accords aient un véritable contenu et qu'ils soient ensuite mis effectivement en musique et qu'ils soient suivis. Et puis, donc, on pourra, dans ce cadre-là, organiser des simulations de négociation avec des jeux de rôle, etc. On a déjà une première expérience puisque on propose aux étudiants du master DSGRH déjà ce genre d'exercice. Ils seront, je pense, jaloux parce qu'il y en aura beaucoup plus dans le DU. Et donc, voilà, c'est vraiment dans cette UE, on aura une approche déjà plus pragmatique. L'objectif, c'est de s'entendre, de s'écouter, de concilier, de communiquer pour réussir une négociation. Et enfin, on a mis en place une quatrième UE où vraiment là, on sera sur de la mise en pratique finalement quelque part des trois premières UE, où l'objectif, dans le cadre de séminaires d'assez courte durée, eh bien, de mettre en pratique la négociation collective sur des thématiques. Alors là, on pourra choisir une négociation obligatoire, on pourra choisir une négociation sur les restructurations, on pourra choisir une information-consultation du CSE spécifique, mais l'idée, c'est d'avoir une approche très pratique, mettre en musique tout cela. Voilà pour le contenu. Donc, l'objectif de ce DU, au final, l'objectif, c'est de transmettre un certain nombre de savoirs, notamment une connaissance des acteurs, une connaissance de l'environnement du dialogue social, transmettre évidemment une connaissance sur le droit applicable au dialogue social,
l'articulation des normes aussi en droit social. Donc on a un certain nombre de savoirs qu'il faut transmettre, mais aussi les risques juridiques, économiques. Et puis, comme j'espère vous l'avoir transmis, un certain nombre de savoirs techniques préparés, mener une négociation, mener une information-consultation, mettre en œuvre et suivre l'exécution des accords collectifs, rédiger des accords collectifs thématiques, et cela, quel que soit, qu'on soit du côté des employeurs ou côté salariés. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur le contenu. Pourquoi se former? Je crois qu'on a à peu près tout dit. Je crois que à titre personnel, évidemment, c'est pour monter en compétences, mais je pense que si représentants d'employeurs et représentants des salariés sont formés au dialogue social, forcément on aura un meilleur dialogue social dans l'entreprise, il sera de qualité, et collectivement ça permettra aux entreprises d'anticiper des changements organisationnels, ça permettra d'améliorer la performance de l'entreprise, d'améliorer la QVT, et la qualité de vie au travail, et d'améliorer les liens, je pense, entre les salariés et leurs représentants. Donc voilà, si vous vous demandiez pourquoi vous formez un dialogue social, voilà quelques éléments complémentaires. Alors après, est-ce que je vais jusque dans le détail des modalités pédagogiques? Peut-être pas. Oui. Merci de cette présentation. Je pense qu'on va demander un témoignage pour démarrer l'échange. Et évidemment, La Poste, très grande entreprise. Ludovic Provost, délégué régional, va nous dire ce que c'est à l'intérieur de La Poste que le dialogue social. Merci, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Directeur régional. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, finalement, le lieu idéal pour parler du dialogue social, c'est le Césaire. Et bizarrement, La Poste est apparue aux yeux du directeur régional Pierre Garcia comme un bon exemple de parrainage, bizarrement, sur ce diplôme universitaire opéré par les équipes du président Éric Blond que je salue. C'est vrai qu'en France et à La Poste, en particulier, on a une tendance à rester un peu gaulois parfois dans les échanges. Et quand on parle d'esprit gaulois, ici on voit bien ce que c'est, on est dans un pays de druides. Et donc il faut évidemment et naturellement penser qu'il y a une forme de sagesse qui peut s'exprimer et qu'on doit écouter. Alors l'université d'Orléans, vous voyez derrière moi, 1306, le dialogue postal, le dialogue social à La Poste, je pense qu'il a commencé dès 1470, c'est-à-dire dès la formation par Louis XI de La Poste, puisqu'évidemment, si le maître de poste n'avait rien à offrir le soir à manger, si les chevaux étaient en mauvais état, s'il n'y avait pas assez d'eau, forcément, potentiellement, ça pouvait créer déjà des petites crispations qui, en fait, en se prolongeant dans l'histoire de La Poste, on voit bien l'idée d'une grève, par exemple, qui pourrait arriver. Et malheureusement, quand le dialogue social n'est pas fluide à La Poste, comme d'autres entreprises publiques, eh bien, c'est toute la société qui en souffre. Donc, il faut, dès le début des échanges, avoir ce dialogue social bien en tête. Alors, à La Poste, en termes de dialogue social, je veux dire, on est assez richement doté, puisque nous avons aussi bien en horizontal qu'en vertical toute la matrice. Je veux parler évidemment de tous les syndicats qui représentent les salariés et qu'on retrouve ici d'ailleurs, Monsieur le Président, au Césaire. Et on a même des organisations patronales, puisque maintenant, quand je parle de syndicats, je parle aussi du MEDEF, puisque moi je suis le représentant du MEDEF et je salue le délégué général ici, Bruno Boussel. Et ce dialogue, en fait, il est permanent. Il est permanent au niveau des établissements, au niveau des centres de tri, au niveau des bureaux de poste, et il va jusqu'au conseil d'administration, puisque nous avons, dans la gouvernance de l'entreprise, environ un tiers des membres du conseil d'administration qui sont élus par les salariés. Et donc, à chaque élection, on retrouve finalement le pouls de la société. Alors, pourquoi aussi ça me fait très plaisir, et merci beaucoup de votre confiance de parrainer ce diplôme universitaire, parce que j'ai été un élève de Jean-Paul Bailly. J'ai eu l'honneur d'avoir été son chef de cabinet. Je salue la chef de cabinet, je vois le travail que c'est. D'ailleurs, c'est pas que organisationnel, chef de cabinet, faut pas s'y tromper. C'est beaucoup plus politique qu'on peut le penser. Eh bien, j'ai eu l'honneur d'être son chef de cabinet pendant 5 ans. Et vous savez, Jean-Paul Bailly, c'est notamment ce grand patron de la RATP
qui était moteur sur l'alerte sociale, en disant à un moment, quand les revendications sont trop importantes, finalement il faut se mettre autour d'une table et dialoguer avant même de commencer un processus qui pourrait conduire vers une rupture du dialogue et donc par la grève et donc un conflit. En fait, ce que m'a demandé Jean-Paul Bailly la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, moi ce que j'attends de vous, c'est de faire la décision. Alors bon, vous imaginez, moi j'avais 28 ans, lui avait déjà fait tout son parcours. Alors c'était quoi faire la décision? En fait, pour lui, c'était en anglais, to make a decision, c'est faire en sorte que la décision finalement paraisse naturelle une fois qu'elle arrive au dernier stade de l'entreprise. Ça veut dire dans son esprit que le dialogue social a été fait au bon niveau. Il estimait que en fait, quand les salariés arrivent à exiger, à rentrer dans une phase qui est conflictuelle, c'est qu'en réalité, il y avait eu un échec suffisamment important en amont. Très souvent, d'ailleurs, ce sont dans les conditions de travail des salariés. Quand l'environnement de travail n'est pas bon, évidemment, ça remonte. Et c'est des points qui, justement, dans le cadre de ce diplôme universitaire, je pense, vont être étudiés. Mais plus on a de blocage de niveau environnement du travail, moins on avance dans l'entreprise. Alors, je vous ai parlé du dialogue social à la Poste, et je suis remonté jusqu'à Louis XI à dessein, mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous, on vit une phase de transformation très importante, vous l'aurez remarqué. On a perdu en une dizaine d'années 3 fois, nos volumes de courrier, ont été divisés par 3. Les gens envoient de moins en moins de courrier. Ils vont de moins en moins dans les bureaux de poste, parce que tout ça se passe sur le téléphone portable. Mais en revanche, ils envoient de plus en plus de colis, ils ont de plus en plus de besoins de financement, ils ont de plus en plus de besoins d'agilité, de mobilité. Donc, c'est toutes ces solutions qu'on traite. Alors, vous imaginez bien qu'on ne peut pas développer une entreprise et avant la transformer sans avoir un dialogue social de qualité. C'est pour ça qu'à tous les échelons de l'entreprise, on a ces organismes de dialogue social. Donc, je lis vraiment la transformation au développement. Il n'y a pas de développement si le dialogue social n'est pas bon. Et hier, on était en conseil d'administration du MEDEF. Je prenais un exemple sur la transition écologique, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Elle apporte évidemment des investissements, elle demande des investissements. Mais derrière, je prenais le cas du vélo électrique à la Poste. Ça a été une charge, ça a été ambitieux pour le président Bailly justement de développer cette politique de véhicules électriques et de vélos électriques. Mais aujourd'hui, un vélo électrique, c'est d'abord, j'étais au MEDEF, donc je parlais d'efficacité économique, c'est d'abord une tournée plus longue pour le facteur, donc ça évite de mettre plusieurs facteurs. Mais là, je suis au Césaire, donc je parle du social. C'est aussi pour le salarié, le postier qui a son courrier, la capacité de être plus à l'aise dans son environnement de travail, de pas avoir de diminuer la pénibilité, de diminuer les troubles musculo-squelettiques. C'est ça qui est important. Et donc, on voit bien que sur ces sujets, finalement, dialogue social, mais aussi transition écologique, ça parle bien aux entreprises. Et que ce que j'ai appris de Jean-Paul Bailly, c'est que plus tôt on se souciait de ces sujets-là, mieux c'était. Je prenais tout à l'heure l'exemple des druides. Écoutez, moi je souhaite que ce diplôme universitaire soit une petite école de druides, qu'on arrive à y manier correctement la serpe et le gui, et au bon moment, parce que il faut pas cueillir le gui trop tôt, sinon ça fait pas les mêmes effets. Merci beaucoup. Merci pour ces propos. Alors peut-être le temps des questions maintenant. Est-ce que peut-être je vais poser la première parce que on n'a pas parlé d'argent encore. C'est toujours un peu. Mais combien ça coûte de s'inscrire? Qu'est-ce que c'est comme engagement, comme temps? Alors on sait 80 heures, mais derrière, est-ce qu'il y a du travail à la maison? Donc voilà, cette question-là du matériel, le point matériel, ça se passe comment? Alors effectivement, le DU c'est 80 heures. L'idée c'est de faire une formation qui est assez courte dans le temps. Donc pour cette raison, la formation se déroulera sur 2 jours par mois, sur 6 mois. Avec il y a un mois où il y aura un jour supplémentaire pour pouvoir voilà. Et alors il y aura un petit peu de travail à la maison, mais forcément on tient compte de ce que les stagiaires sont aussi des professionnels et le travail sera moindre que celui qu'on peut attendre d'un étudiant en formation initiale. Ça coûte. Non, mais tu as posé une question. Oui. Combien ça coûte? Ah, oui. Alors l'inscription coûte 2 500 €.
Et vous l'annoncez ou ouais. À l'université pour couvrir ses frais d'inscription. C'est-à-dire que tant que le CDU ne sera pas inscrit au RNCP, ne permettra pas en fait une prise en charge au titre du CPF. Donc nous, on couvrira les frais d'inscription. Voilà. Ce qui fait que pour celui qui s'inscrit, ça coûte rien. Voilà. Par contre, ça ne veut pas dire que ça coûte rien du tout, puisqu'il y a quand même les heures de formation qui seront évidemment rémunérées, devront être rémunérées aux salariés, et ça restera à la charge de l'entreprise. Ça sera en tous les cas à l'employeur, aux salariés de régler cette question-là. Nous, en tous les cas, l'engagement qu'on prend, c'est d'attribuer à l'université des crédits qui permettront la couverture des frais d'inscription. Donc, si je comprends le message aux employeurs, il s'agit de libérer les salariés pour pouvoir suivre la formation. On est bien d'accord, mais je pense que c'est un investissement que les chefs d'entreprise concernés, à mon avis, pourront certainement regarder d'un bon œil. Une première question, peut-être? Pierre Garcia a répondu à la question que je voulais poser, justement, de savoir que les possibilités de financement, donc CPF pour l'instant pas possible, donc ATPRO non plus, donc ça nécessite, comme vous le disiez, Monsieur le Président, que les entreprises investissent sur ce DU pour permettre aux salariés de pouvoir en bénéficier. Oui, pardon, je me suis pas présentée. Véronique Demagis, CFTC, Région Centre. Pour ma part, du temps où j'étais en entreprise, puisqu'on s'est un peu fâché depuis, j'ai passé par le biais de Sciences Po une certification identique, financée par l'entreprise. Merci. Alain Robert. Alain Robert Césaire. Oui, je voudrais que vous puissiez peut-être nous détailler un peu plus en direction de quel public très exactement ce DU s'oriente, et également qui sera chargé du comité de recrutement et qui siégera à l'intérieur de ce comité de recrutement. Merci. Alors, le DU s'adresse aux représentants du personnel, CSE, les représentants syndicaux. Il s'adresse aussi à des chefs d'entreprise qui n'ont pas un service à leur disposition pour assurer les négociations collectives, donc des chefs d'entreprise de petite taille. Il s'agit aussi éventuellement de responsables de ressources humaines qui n'auraient pas la formation en matière de dialogue social. Ça peut être des juristes en droit social, mais qui n'auraient pas cette formation dialogue social. Donc vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir, dans le cadre de ces promotions, retrouver à la fois les représentants des employeurs et des salariés dans la promotion pour déjà échanger et déjà commencer le dialogue. Est-ce que j'ai répondu à votre question? La seconde, c'est qui sera dans le comité de recrutement? Alors, traditionnellement, dans le comité de recrutement, ce sont les universitaires qui sont dans ce comité de recrutement. Donc là, en l'occurrence, moi et mon collègue Mehdi Larochefoucauld, qui dirigeons tous les deux le master et qui avons travaillé sur ce master. Et vous disiez d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bagage universitaire préalable. Ça veut dire que là, pour le coup, c'est très ouvert. C'est très ouvert. D'accord. Si jamais on sent qu'une personne a besoin d'un complément, l'université peut offrir des unités d'enseignement complémentaires, puisque en licence il y a des cours de droit du travail. Donc s'il y a vraiment un besoin pour quelqu'un d'avoir un complément, on pourra l'envisager à ce moment-là. Très bien, merci. Maria Pérez, FO. Juste préciser, alors je sais pas si ça a été dit à Odile, mais pour montrer aussi que même chez nous, dans l'administration du travail, on a besoin d'être formé. Je demanderai la possibilité d'avoir une place pour un agent de l'ADR. On est en train de réfléchir, de voir qui. Mais nous aussi, on a besoin d'être formés. Et donc,
un peu comme ce qui se fait dans les écoles de relations industrielles que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, on demandera, s'il est possible, d'avoir une petite place. Alors ça, je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir aussi les agents de l'ADR d'adresse qui participent avec les employeurs et les salariés. Madame Pérez. Maria Pérez, conseiller Césaire, et je suis secrétaire de mon CSE, donc je suis intéressée, et je parle au nom du syndicat Force ouvrière. Donc, je suis intéressée par votre expérience. J'ai toutefois quelques petites interrogations. Toute organisation syndicale qui se respecte a son propre centre de formation et forme ses militants. Donc, ça peut être un complément, mais à mon avis, pas un substitut. Quand on parle de qualité de dialogue social, il faut du temps pour dialoguer. Or, le quotidien dans les entreprises, quand on a fondu les instances, 3 instances en une, on n'a pas pour autant multiplié le temps de dialogue. Quand on a des CSE qui durent des heures et des heures et des heures, avec des temps de préparation, je parle pour les représentants du personnel, souvent pris sur leur temps personnel pour étudier les dossiers, c'est vrai que la qualité, elle est, à mon sens, un peu mal partie, même si ça peut très bien se passer. On a effectivement, j'entendais tout à l'heure quelqu'un dire que il peut y avoir signature ou pas, c'est la vie, j'ai envie de dire, on a des divergences, on peut avoir des dialogues de qualité. Et du coup, moi j'ai une question concrète, je suis secrétaire de mon CSE dans mon entreprise, je m'inscris toute seule ou c'est mon employeur qui m'inscrit ? Je pense que de toute façon, alors je sais pas, mais il me semble que vous avez la possibilité de vous inscrire toute seule, mais qu'il faudra bien négocier avec l'employeur à un moment donné la disponibilité des heures. Donc voilà, l'initiative me semble-t-il. Alors elle peut venir de l'entreprise. Il peut y avoir aussi des entreprises qui motivent des salariés pour aller se former demain. Parce que des fois, on a besoin aussi de ça. Ça fait partie aussi d'avoir des interlocuteurs qui soient formés. C'est aussi, d'ailleurs, les chefs d'entreprise eux-mêmes. La complexité est telle que les chefs d'entreprise eux-mêmes. Mais je ne vois pas que ça puisse se faire, sauf à le prendre effectivement sur des jours de RTT ou de congé, qui me paraît un peu compliqué, mais c'est toujours possible. Je ne vois pas que ça puisse être fait. Je veux pas sans l'accord, mais sans un échange avec l'employeur. Les employeurs qui sont dans la salle peuvent réagir sur ce. Je vois EDF, cher Jean-Paul. Je veux bien réagir. Oui, Jean-Paul Convé-Morel, EDF et conseiller Césaire. Oui, je pense que tu as apporté la bonne réponse. Je pense qu'il faut quand même. Il me semble d'ailleurs. Je voulais prendre la parole pour saluer l'initiative parce que c'est quand même. Faut qu'on essaie de s'en emparer au plan local et régional. Apparemment, c'est plutôt un bien rare. Donc, et je pense qu'on va être, au niveau management des entreprises, on est quand même un peu en charge de le proposer et de voir ce qui peut être engagé. Vous listez salariés, je pense. On peut creuser un peu la question. Quel type de salariés? On voit bien qu'on a nos futurs managers, des managers qui sont repérés ou dans leur cadre. On a des processus de formation effectivement, mais les raccrocher, à un processus, un dispositif comme celui-là régional et qui permet en plus d'enrichir les expériences et les parcours, parce qu'on est souvent, surtout dans les grandes boîtes, c'est entre nous. Et donc le faire avec des salariés ou des représentants de la filière RH, du personnel, d'autres entreprises et d'autres horizons. Sur le papier, c'est riche. Donc, c'est riche et fructueux. Donc, je pense que là, faut vraiment qu'on initie quelque chose venant du haut, venant des têtes d'entreprise. Alors, je parle pour une grande entreprise, je vais parler pour la mienne, donc on va le faire. Mais après, la question, s'il y a une initiative de salarié, il faut quand même qu'il aille voir au moins son chef de service dans une autre boîte pour en discuter sur les jours de dispo. Et peut-être il aura un écho favorable. Il n'y a pas de raison. C'est des choses qui se discutent au sein de l'entreprise ou son chef d'entreprise. Dans les entreprises de plus petite taille. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, je voulais juste, saluer ça et la richesse que peut apporter en termes de partage d'expérience et de parcours. C'est compliqué, mais s'il y a un jury, c'est veiller à la diversité des horizons. Ne pas être provocateur, vous avez Ludovic, mais qu'il n'y ait pas que des salariés ou des représentants du personnel de la Poste ou d'EDF, d'ailleurs. Non, mais ou TPE. Oui, TPE. Ce qui sera pas simple, sauf si vous avez à gérer la file d'attente, et auquel cas, ce sera très bien, c'est un signe de succès.
Mais je pense dans la constitution des groupes qui sont quand même, là on est dans une sorte d'intimité, enfin 12 personnes, ça fait 6 binômes. Donc ce point-là, ce point de finalement un peu de supervision dans la composition du groupe me paraît important. Mais moi je vois bien ça pour des gens de la filière RH, les représentants personnels de la maison, bien sûr, ça on va en discuter avec les représentants. Ça c'est un peu institutionnel, bon, alors, on peut pas débouler comme ça. Donc je serais d'ailleurs preneur si vous êtes disponible qu'on organise une présentation auprès des directeurs de sites qui en parleront ensuite, qui démultiplieront dans leurs CSE respectifs, par exemple. Enfin, proposer la démarche et ce diplôme dans une entreprise, ça peut être aussi un élément du dialogue social. C'est juste ça que je veux dire. C'est vrai. On peut commencer comme ça. Merci. Alors, Madame, pardon, et puis là-bas, sur. Je parlais il existe déjà ce genre de formation au sein des organisations syndicales. Quelle est la différence? Quel est le plus? Voilà. La différence, c'est la différence entre la technique et la politique, je crois. Tout simplement. Bon, pour moi, c'est clair. Hein. Ces formations sont complémentaires. Elles rentrent pas en compétition. Hein. On comprend bien qu'il y ait besoin de formations militantes. Et je pense que les formations syndicales sont des formations militantes, mais les organisations patronales aussi organisent leur propre formation. Donc ça contredit pas la démarche qui est proposée. Et je pense effectivement l'ajout, Jean-Paul l'a souligné tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est ce qui a été engagé bien avant la loi El Khomri, hein, c'est à travers le rapport Combrexel qui a été rédigé bien en amont hein, sur je sais plus si c'est à l'occasion de la négociation interprofessionnelle sur les voies et moyens de la négociation collective ou si c'était sur la négociation suivante. Donc en fait Combrexel, qui était l'ancien, à l'époque on disait directeur des relations de travail, DRT, non pas DGT, Combrexel pose un peu comme je l'ai posé tout à l'heure sur le besoin d'une culture de la négociation, il pose la problématique de la formation et ce qu'il propose dans son rapport qui a peut-être 20 ans, c'est la question de la formation, des formations communes. Et il dit c'est important que les militants se forment hein, entre eux, mais c'est important aussi qu'il y ait des temps de formation commune. Et je pense que le DU il fonctionnera bien si l'université veille à la mixité des publics. Il faut qu'il y ait les deux, quoi. Ce qui serait pas très bon, c'est qu'il y ait que les délégués syndicaux finalement. Il faut aussi qu'il y ait des gens de RH et il faut que finalement les conflits d'intérêts qu'on trouve dans l'entreprise puissent aussi s'exprimer à l'occasion de la formation, enfin qu'on les prenne en compte, parce qu'il y a forcément des conflits d'intérêts, toujours. Sans présumer des formations syndicales, je pense que là, on est quand même sur un diplôme universitaire. Donc il y a déjà la notion de diplôme, ensuite fait par des universitaires. Ça, j'y tiens particulièrement à insister, c'est-à-dire par des collègues qui font de la recherche dans le domaine. Donc c'est pas une formation, j'ai envie de dire classique, puisque on est avec des collègues qui sont au fait des derniers travaux de recherche sur le sujet. Ensuite, par rapport à l'aspect de la différence entre la politique et la technique, c'est vrai que normalement on attend d'un universitaire une objectivité et une approche universitaire sur le sujet. Et donc là vraiment je tiens à le souligner, le fait d'avoir un DU, c'est pas un certificat, c'est pas une formation associative, c'est un diplôme universitaire par des gens dont c'est le métier que d'avoir une approche la plus rationnelle possible de ces questions-là. Donc je pense que ça amène une vraie différence par rapport à une formation par un syndicat ou une association. Voilà. Dans l'approche elle-même, il y a une signature différente. Pardon, reprendre juste une idée là. Effectivement, c'est une formation diplômante universitaire, mais pour les représentants syndicaux, pour les élus, je pense que ça participe aussi à tout un travail sur leur parcours. Et ça, je pense que vous posez tous cette question du parcours syndical, c'est le parcours professionnel. Quand on a été très investi sur le plan syndical, comment on valorise
aussi ses acquis. Et l'EDU, je pense qu'il est quand même un bon moyen de valoriser. Merci, madame. Oui, bonjour, Isabelle Freund, directrice de l'ARACT Centre, Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Je voulais vous remercier et vous saluer par rapport à cette mise en place de ce DU. Nous en ferons la promotion, bien sûr, auprès des entreprises que l'on peut accompagner ou qui nous appellent pour des problématiques de dialogue social. Mais ce que je voulais insister, et du coup c'est venu dans l'échange, et Monsieur Garcia vous en avait parlé, c'est moi ce que j'ai trouvé intéressant dans votre présentation, c'est la question de la formation commune. Nous, c'est une approche que l'on utilise régulièrement depuis quelques années. On est dans le réseau ANACT, un des initiateurs des formations communes, et c'est une vraie richesse d'avoir cette approche où à la fois on a un mélange de représentants de direction et de représentants de syndicats de salariés. Et j'allais dire même, ce qui serait intéressant, après c'est à nous aussi d'en faire la promotion, de proposer ce type de formation à des entreprises de moins de 50 avec un dirigeant et un salarié. Peut-être pas un représentant syndical, et qu'on soit vraiment dans cette logique de formation commune. Comment du coup on les aide à travers cette formation pour être outillés pour travailler sur le dialogue social de demain. Merci. Merci. Alors, il y a plusieurs questions. Martine Ricot, et puis c'est Julien, je crois. Oui, c'est ça. Je reconnais pas derrière les masques, mais ça doit être lui. Alors, pour répondre à plusieurs de vos questions, je pense que j'en ai oublié une. Alors, sur la question de s'inscrire alors que l'on est au chômage, sur le principe, il n'y a pas de difficulté. Après, il y aura un problème de financement qui sera à ce moment-là étudié avec notre service de formation continue pour voir dans quelle mesure une prise en charge est possible, en sachant que de toute façon, nous avons aussi la possibilité, nous avons une subvention cette année qui peut permettre de prendre en charge l'inscription. Le niveau, il n'y a pas de restriction en termes de niveau. Ensuite, sur l'aspect fonction publique. Alors, c'est vrai que la maquette a été conçue pour une réponse qui est en partie une réponse pour le secteur privé, mais néanmoins,
Donc, et notamment pour ce qui est des UE qui sont plus techniques, hein, par exemple l'UE sur le CSE, par exemple. Mais néanmoins, il y a des UE qui peuvent tout à fait être utilisés pour toute négociation, en fait. Hein. Il y a je pense à l'UE1, l'UE1, l'UE3 et 4, ce sont des UE qui peuvent être ouvertes aussi à toute personne qui dialogue, qui négocie. Notamment dans la fonction publique. Par contre, pour ce qui est négociation, discussion dans le cadre de la FCPE et autres, je pense qu'on risque quand même de ne pas répondre aux attentes, en fait. Est-ce que j'ai oublié une question? Oui, merci. Julien Ray? Oui, bonjour. Donc Julien Ray, Césaire, je suis mandaté par la CEDT, je représente l'Union régionale aujourd'hui parce que mes collègues sont justement en formation interne toute la semaine. Donc j'ai suivi la mise en place de CDU depuis des années là, et les règles ont changé depuis le début plusieurs fois au niveau en particulier au niveau des frais d'inscription et de la possibilité de financer ces frais. Donc j'aimerais que ça soit bien clair. Tous les postulants peuvent se faire financer les frais par la DRET ou non, et est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'ils doivent se demander en premier lieu à leur entreprise de le financer? Et deuxième question, pour les personnes qui ne seraient pas d'Orléans, est-ce que les frais de déplacement, donc si ça sur la journée, il n'y aura pas de frais pour dormir, je suppose, mais au moins les frais de déplacement aller-retour peuvent être pris en charge également par la DRET ou non? Précision, nous on verse une subvention à l'université et après c'est avec l'université que se construit le dossier et la demande d'inscription. Donc nous on traitera pas les demandes individuelles des salariés ou des entreprises. Cette question se traitera avec l'université et la subvention permettra de couvrir les frais d'inscription, mais on n'a pas prévu, en tout cas dans l'immédiat, de subventions supplémentaires parce que tout simplement on n'a pas les crédits. Hein, si on avait les crédits, on essaierait d'imaginer autre chose, mais là actuellement on n'est pas en capacité de le faire. Voilà, donc ça reste à négocier. Pardon, Sylvie. Pas sur la subvention. Bien. Est-ce qu'il y a encore Madame ici et puis après Claire? Bonjour, je suis Frédéric Bell, je suis assistante de direction d'une association chargée de ressources humaines parce que dans les associations on est hyper polyvalent et donc ça fait quelques années que je cherchais ce type de formation parce que dans notre association nous sommes environ 140 salariés. Et autant vous dire que j'ai passé un master en 2015 où on ne parlait pas encore du CSE. Et quand je me suis retrouvée confrontée avec la création du CSE, compliqué. Notre association elle accompagne des personnes qui sont en difficulté d'insertion professionnelle, d'insertion sociale, qui sont pour la majorité en situation d'illettrisme, en situation d'analphabétisme. Et donc, on se retrouve avec des grosses problématiques de dialogue social parce que un CSE, pour le faire vivre, il faut des gens qui sachent lire, qui sachent écrire, qui sachent comprendre de quoi on parle, qui sachent comprendre la stratégie globale, que ce soit d'une entreprise ou d'une association. Nous, on fait à peu près, alors je vais vous dire équivalent chiffre d'affaires, parce qu'on ne parle pas de chiffre d'affaires, on est à peu près à 3 millions d'euros d'équivalent chiffre d'affaires de prestations. Donc autant vous dire qu'on est quand même une grosse structure. On est obligé d'appliquer le droit social et en même temps c'est très compliqué.
Donc je suis ravie parce que je cherchais une formation comme celle-ci depuis. Je suis arrivée dans l'association en 2017. Il y en a sur Paris, en plus en formation continue parce que j'ai une vie personnelle aussi. Donc vraiment, je suis ravie. Je sors, je fais signer les papiers à mon employeur. Et si je peux intégrer dès que ça commence, j'intègre dès que ça commence, je serais ravie de partager avec des personnes issues de l'entreprise, issues des syndicats. Mais comme le disait la dame, dans les syndicats, il y a beaucoup d'argent qui sont alloués à la formation. Et je trouverais intéressant qu'on laisse aussi, chez EDF, il y a beaucoup d'argent, à la Poste, il y a beaucoup d'argent. Nous, on n'a pas beaucoup d'argent pour la formation. Et je trouve que c'est un vrai plus. Et vous inquiétez pas, je vais en parler autour de moi. Il y a d'autres associations et d'autres entreprises qui n'ont pas des gros moyens de formation. Et je voulais vraiment vous remercier. Merci de votre témoignage et de votre enthousiasme aussi, qui est très communicatif. Alors Claire pour une Botte, dernière question. conseillère Césaire, et aussi associative. C'était aussi ma question par rapport au monde associatif. Je représente l'URIOPS, donc un certain nombre de structures qui ont des besoins forts. Alors avec des petites associations, mais des plus grosses, et aussi les financements sont parfois compliqués et complexes. Donc je voulais bien me rassurer, mais il me semble, mais c'était important qu'on puisse le dire, c'est que cette formation peut être aussi proposée à tous les représentants du CSE ou des personnels RH. Il y a des associations qui n'ont pas la capacité d'avoir des représentants RH. Donc voilà, je voulais, puisqu'on a entendu beaucoup salariés, ils sont aussi salariés, mais du monde associatif. Donc comme j'avais entendu par rapport à la FCPE, qui est une structure un petit peu différente, mais les associations, c'est bien aussi, ils ont aussi la capacité de pouvoir, et moi aussi je vais passer le message dans mon réseau pour pouvoir aussi solliciter des professionnels qui parfois sont en grande difficulté face à toutes ces restructurations qu'il y a eu en ce qui concerne nous le monde associatif avec les CSE et tout ce qui s'est passé. Merci. Merci Claire. Mais justement, pour faire passer le message, nous avons des documents qui vous ont été, je pense, remis, la possibilité évidemment d'en avoir d'autres, mais maintenant on est sur évidemment du dématérialisé. Et puis nous avons aussi la possibilité d'accueillir les journalistes, ce que nous allons faire maintenant pour faire passer le message et faire en sorte que tout ça soit connu. Alors je voudrais vous remercier tous et merci à nos intervenants, merci à tous de votre participation. Je crois que ça a permis. Alors il y a une dernière question. Ah j'ai pas vu, pardon. Bonjour, Gilles Lefebvre, groupe Transdev. Juste une petite question très concrète. Avez-vous des bulletins d'inscription? Les bulletins d'inscription, bah oui, non mais voilà, on oublie toujours ça, les bulletins d'inscription. Juste un petit mot. Moi, j'ai bien entendu l'intervention du RIOPS, et puis évidemment, je suis ravi de la présence des entreprises, plutôt des grosses. Mais moi, dans mon rêve, il y a aussi la formalisation du partenariat avec les structures que vous représentez, parce que je pense qu'il y aura besoin pas seulement pour lancer la première session, mais aussi par la suite, il y a besoin de formaliser ce partenariat. C'est-à-dire, je pense que Odile reviendra vers vous pour voir comment ça peut se faire, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait un vrai partenariat, par exemple avec l'URIOPS, avec les entreprises aussi, je vous rassure, pour que l'information circule en permanence et que ça soit pas galère pour constituer les sessions, parce qu'il y a parfois des situations aberrantes. On a des crédits importants comme ça qui sont mobilisés, puis après on trouve pas les stagiaires, quoi. Pardon. Alors Bruno et puis Madame derrière, mais c'était même Madame d'avant, si tu permets Bruno. Merci. Allez-y, Madame. Merci. Karine Bonneau, responsable juridique droit social d'une association, une APEI, de 500 salariés. Donc déjà, merci pour ce nouveau DU. C'est une excellente idée pour enrichir le dialogue social et donner aussi des bases juridiques aux intervenants qui manquent des fois, et pas que, et l'expérience. Ma question elle est toute simple. Quand est-ce qu'on aura connaissance du calendrier? J'ai bien compris que c'était peut-être 2 jours
jours par mois. Ça, c'est une première question qui est assez simple. Et la deuxième, il y aurait plusieurs personnes intéressées au sein de notre association. J'ai compris que la session, elle était simplement pour 12 personnes. Éventuellement, peut-être que vous pourrez ouvrir une deuxième session. Vous aurez peut-être la décision après, en fait, la fin de celle-ci. Enfin, comment ça se... Voilà. Merci. Sur le nombre de sessions et le mode de fonctionnement, on va déjà faire la première session qui devrait démarrer en janvier, voir le nombre de candidatures, comment ça se déroule. Après, effectivement, il est préférable de faire 2 sessions plutôt que d'augmenter le nombre de personnes dans le groupe, pour des raisons assez évidentes. Effectivement, si la demande est présente, il y aura sans doute une deuxième session, hein, c'est envisageable. Pour l'instant, on part sur une première qui démarrerait plutôt en janvier. Et puis on fera le bilan de cette première session et on verra si on en ouvre une seconde, ce qui ferait 2 sessions par an. Mais on est vraiment là dans l'esprit d'en ouvrir une première et de faire un bilan. Pour la question du calendrier, alors là, vous imaginez bien que je vais laisser la parole à Odile qui connaît ça beaucoup mieux que moi. Oui, donc le calendrier. Donc nous aurons en novembre une réunion un rassemblement des stagiaires dès novembre. Et donc nous en octobre on étudie les dossiers de candidature et donc ça prend un petit peu de temps pour cette étude. Ensuite donc rassemblement des stagiaires en novembre et début janvier on démarre à 2 jours par mois. Alors on n'a pas encore fixé les jours. On attendait le lancement. Ça va nous prendre beaucoup de temps pour fixer. On vous les communique le plus rapidement possible. Alors, Merci. Bruno Bussel, délégué régional du MEDEF. Merci Eric. Comme toi Eric, moi je suis un acteur du paritarisme, plutôt une négociation interpro, paritarisme de gestion, mais là on est plus sur le paritarisme dans l'entreprise, la négociation dans l'entreprise. Pour répondre à Pierre Garcia, moi je vais faire le job, je vais relayer sans convention, Pierre, auprès des branches professionnelles, auprès des MEDEF territoriaux. Plus il y aura de dialogue, de capacité aux acteurs à échanger entre eux, notamment sur les questions juridiques, mais pas que. On pourrait parler aussi des compétences sur les approches, notamment dans les masters, on le sait bien. Donc plus on aura de dialogue social, mieux on se portera et plus on sera efficace. Donc il n'y a aucun souci pour moi de ce côté. Merci Bruno. Alain Robert. Oui, une question. Qui seront chargés de ces cours? Est-ce que ce sont des professeurs de l'université ou ferez-vous appel à des personnes de l'extérieur? Il y aura une mixité, c'est-à-dire que un certain nombre d'enseignements seront assurés par les enseignants chercheurs de l'Université d'Orléans, donc des maîtres de conférences ou des professeurs de l'Université d'Orléans. Mais sur certaines thématiques, sur notamment tout ce qui est séminaire pratique, nous ferons appel à des intervenants extérieurs professionnels qui sont aguerris de la négociation collective, qui ont déjà longuement travaillé, qui sont à la fois soit des représentants des employeurs qui ont négocié des accords collectifs soit au nom des employeurs, soit qui ont négocié des accords collectifs au nom des organisations syndicales, qui viendront échanger sur ces séminaires pratiques avec les stagiaires. Donc il y a une mixité. Oui, ce qu'on fait habituellement dans les masters. Juste une petite précision sur un diplôme universitaire, un DU, il faut qu'il y ait au moins 50% des enseignements qui soient assurés par des universitaires, ça c'est une règle. Et ensuite, souvent, par habitude, on estime que c'est bien d'avoir au moins 20% de professionnels. Après, la fourchette entre les deux, elle va fluctuer évidemment d'un DU à l'autre. Donc voilà un peu le schéma de base. Bien. Alors, merci à tous. Et puis alors, si j'ai bien compris, dépêchez-vous parce qu'il n'y a que 10 à 12 places sur le premier, parce que vu le nombre de l'enthousiasme qui transparaît, c'est très bien d'ailleurs. Et je pense qu'on n'aura pas de problème à démarrer.